quand même les amis, on se retrouve donc sur mon avis pour TLC 2016, show qui a eu lieu donc dimanche dernier, et qui était encore une fois bien sûr sous le signe des TLC matchs, mais aussi des tables, enfin des matchs de table, des matchs des échelles et des matchs des chaises. Et donc commençons donc directement cette vidéo dans le vif du sujet, avec donc mon avis sur le premier match, le pré-show tout simplement qu'il y a eu. Donc il s'agit d'un match à 10 entre les American Alpha, les High Boys et Apollo Crews, voilà, qui affrontaient Kurt Hawkins, les Vaudevillains et The Ascension. Un match basique entre ces 10 hommes qu'on retrouve généralement aux alentours de Superstar, Main Event, c'est Superstar qui n'existe plus maintenant, mais voilà, dans ces shows comme ça, et quelquefois en début de SmackDown ou en milieu de show. Donc voilà, c'était un match classique, de bonne facture, des bons American Alpha, mais sans plus non. Continuons donc ensuite avec le premier vrai match de ce show, un match assez surprenamment très court pour le titre donc par équipe entre les Wyatt Challengers et la team Slater et Rano qui étaient les champions. Un match avec une victoire donc en 5 minutes à peu près des Wyatt. Alors sur le papier, je peux comprendre, bien sûr, on veut builder les Wyatt comme vraiment une équipe dominante, une équipe qui va limite faire passer ses adversaires pour des jobbers. Mais à côté, je me dis quand même que on a eu le match revanche à SmackDown et que le match revanche a duré un peu plus longtemps que le match de Chelsea, alors que Chelsea était censé être un pay-per-view. Slater et Rano étaient censés être champions, donc tout donné pour conserver leur titre. On ne perd pas un titre comme ça, storylinement parlant. Et ben pourtant si. Donc voilà, j'étais déçu tout simplement par ça, par le fait que le match soit très rapide. Je pense qu'il aurait pu être de très bonne facture. Je pense que Slater aurait pu porter vraiment 10 minutes du match tranquillement. Rhino peut-être pas, parce que c'est vrai que Rhino n'est plus habitué au long match. Il est un peu lourd aussi, mais je pense qu'il aurait aussi tenu le rythme. Rhino est quand même un très bon catcheur. Donc voilà, je me dis que finalement ça aurait tenu un match d'une dizaine de minutes entre ces deux équipes. On en a eu un match de 5. Ça démarre un peu le show sur une mauvaise note, enfin sur une note un peu de gâché tout simplement. Continuons donc par le deuxième match, donc un no disqualification match entre Carmella et Nikki Bella. Là encore un match très court, mais j'ai envie de dire Dieu merci. Dieu merci parce que autant le début du match est passable, mais alors autant la fin, avec le coup de l'extender, je ne comprends pas. À moins que Carmella ait vraiment le feu au cul, sinon je ne comprends pas pourquoi Nikki Bella s'est amusée pendant 2 minutes à l'arroser avec l'extender. Je ne comprends pas du tout. Mais alors pas du tout. Et puis surtout comment faire passer le fait que ce soit un no disqualification match quand l'arbitre fait le compte de 10. Quand c'est un match sans disqualification, il n'y a pas de décompte à l'extérieur. Donc pas besoin de compter quand les deux sont en train d'être à l'extérieur. Je veux pas non plus aussi leur enlever les armes, non? Je sais pas, c'est un match sans disqualification, alors autant y aller, interdisons les armes, hein. Comme ça sera un match normal. C'est juste le nom qui changera. Donc voilà. Très mauvais sell job de la part de l'arbitre. Un match passable, mais avec une fin incompréhensible. Donc encore une mauvaise note tout simplement pour l'instant dans ce pay-per-view. Je reviendrai d'ailleurs sur différents problèmes de ce pay-per-view à la fin de la vidéo, parce que pour moi ce pay-per-view a certains soucis. Passons maintenant au troisième match qui est le match donc de l'échelle entre le Miz et Dolph Ziggler pour le titre intercontinental. La fin donc de cette rivalité entre ces deux hommes. Et donc une victoire du Miz qui après est encore une fois les narguer Daniel Bryan lors de Talking Smack. Super encore une fois promo de la part du Miz qui a vraiment très bien géré. Concernant le match en lui-même. Le match est très bon. Il n'y a pas tant de gros spots que ça. Le plus gros spot vraiment qui me vient à l'esprit est le powerbomb sur l'échelle. Donc c'est vraiment voilà, un match plutôt basique. Voilà, il n'y a pas des choses qui vont nous faire nous jeter, nous faire lever de notre chaise tout simplement et nous dire mais c'est fou ce qui vient de se passer. Par contre, une construction tout autour. On voit que les deux veulent rien lâcher. Le Miz va trouver
une autre manière d'utiliser l'échelle. Donc pour ceux qui ont suivi les matchs un peu old school, on avait parlé du second match entre Razor Ramon et Shawn Michaels, donc le second match de l'échelle. Et on avait dit que les deux hommes faisaient un très beau boulot parce qu'ils n'avaient pas... Ils avaient vendu le truc comme quoi les échelles n'étaient pas une arme parce qu'on n'avait pas le droit d'utiliser d'armes dans l'arène dans laquelle ils étaient. Donc ils ont vendu comme si tous les coups d'échelle qu'ils recevaient étaient accidentels. Des chutes, des choses comme ça. Et donc finalement, ce match a été bien meilleur que le premier match entre les deux par rapport à ce point-là. Et ben là c'est exactement pareil entre ces deux hommes. Ce ladder match est bien meilleur que tous les matchs qu'ils ont eu auparavant. Et bien meilleur que certains ladder matchs qu'il y a eu auparavant. Bien sûr, ce n'est pas du niveau de Shawn Michaels, Razor Ramon, hein, ça c'est clair. Mais ça reste quand même un très bon match de l'échelle parce qu'il y a une psychologie derrière et parce qu'on ne va pas traiter l'échelle comme pour faire des spots dangereux, ce qui est à l'image du dernier Chelsea avec notamment Kalisto, hein, qui on se rappelle l'an dernier avait fait un très gros spot du haut de l'échelle, mais plutôt comme arme pour faire encore plus mal sans faire de gros spots. Donc ça va être, on va faire des figures faux avec l'échelle, on va venir taper le genou avec l'échelle, que des choses comme ça, mais aucun gros spot. Donc une très belle construction tout simplement de la part de ces deux hommes. Et voilà, c'était très bien fait donc de leur part. Ça a été un match agréable à voir. Alors concernant la victoire du Miz, maintenant qui va être son challenger, telle va être la question. Bon, on se doute bien qu'il va y avoir un programme avec Daniel Bryan dans les semaines, voire les mois à venir. Ça c'est clair. Vu comment les deux se construisent, on ne peut pas rester sans rien. Par contre, je ne vois pas encore de challenger face crédible. Peut-être essayer au détour d'une bataille royale, quelque chose comme ça, de faire monter Apollo Crew peut-être. Ou alors faire monter quelqu'un NXT, mais je vois mal quelqu'un démarrer directement avec le titre intercontinental. Ou peut-être justement laisser un peu le mise en suspens jusqu'au Royal Rumble. Je sais pas, en tout cas pour l'instant je n'ai pas de programme en tête et ça c'est malheureusement assez embêtant. Continuons donc avec le match donc, des chaises entre Kalisto et Baron Corbin. Un match de très bonne facture entre ces deux hommes. Kalisto, voilà, qui a essayé vraiment de montrer qu'il en voulait. Baron Corbin qui continue vraiment dans son côté un peu loup esselé, voilà, il veut travailler seul. Il est juste là pour faire mal et partir. Et c'est ce qu'il a fait à Kalisto. C'est ce qu'il a redit à Talking Smack. Que voilà, tant qu'on lui donne pas l'opportunité qu'il voulait, il viendrait sur le ring, il détruirait les personnes, il repartirait. Et ça colle à son caractère. Et voilà, je trouve ça tout simplement génial. Après, le match ne vaut pas non plus un 3,5 ou un 5 sur l'échelle donc, de Dave Meltzer. Mais ça reste quand même un match bon. Voilà, ça reste un 3, je pense. Si je devais donner une note selon Dave Meltzer, je donnerais un 3 environ. C'est un peu plus que la moyenne. C'est pas non plus excellent, mais ça reste potable, ça reste bon, tout simplement. Donc ensuite, passons à un autre match qui là m'a agréablement surpris. Il s'agit du match des tables entre Alexia Bliss et Becky Lynch. Alors bien sûr que je suis content de la victoire d'Alexia Bliss. Bien sûr. Elle le mérite tout simplement. Alors, je me parlerai un peu plus tard de sa promo concernant Talking Smack. Parce que certaines reproches lui ont été faits par rapport à ça. Mais moi, je trouve pas que la promo est 100% super. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Mais concentrons-nous sur le match. Je parlais, donc, lors du match entre le Miz et Dolph Ziggler, de cet aspect d'utiliser les objets non pas pour faire des gros spots, non pas pour faire mal, mais pour permettre de mettre quelqu'un dans une prise de soumission, en tout cas utiliser une autre manière de l'objet que ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc là c'est exactement pareil. Je sais pas, donc si vous vous rappelez un peu les plus gros spots qu'il y a ce match des tables, il y a la sorte de GGT, donc de Alexia Bliss sur la table qui était retournée, avec donc Becky Lynch qui est censée se retrouver avec la tête première dans le rebord de la table. Ça, finalement c'est Becky Lynch qui se prend le dos premier le rebord de la table et qui s'est fait mal elle seule. Il y a le fameux disarmer avec donc le
le bras de la table, tout simplement, qui bloque le bras d'Alexia Bliss. Donc très beau spot. Et bien sûr le spot final, donc le powerbomb de l'apron du ring vers la table qui était à l'extérieur. Enfin, c'est même de l'extérieur vers l'extérieur, mais Becky Lynch était sur l'apron au moment où Alexia Bliss lui fait ce powerbomb. Un final qui pour moi arrive un peu précipitamment. Après, le problème des matchs des tables, c'est qu'on ne peut pas builder quelque chose. On est obligé de voir venir tout simplement la fin du match. Ou sinon, si on a fait précipitamment, on est obligé de décevoir le public parce que ça arrivait trop vite. On peut pas donner ce petit teasing qu'il y a dans les matchs des tables de manière, enfin, dans les autres matchs de manière crédible pour les matchs des tables. Parce que c'est un match particulier, c'est un match qui n'a pas tombé, pas de soumission. Et au final, l'action brute de faire passer son adversaire à travers une table, on la voit venir. Ou alors, si on la voit pas venir, on est forcément déçu parce que c'est pas le spot qu'on voulait voir. Donc bon, voilà, la fin, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ce que ça se... Enfin, est-ce que la table se brise sur un spot comme ça? Je pensais qu'elle allait avoir d'autres spots, je pensais que Becky Lynch allait justement se retenir aux cordes. Non. Bon, après, voilà, victoire d'Alexia Bliss. La suite, donc, entre ces deux filles, sûrement du côté du Royal Rumble. Ou du côté, de SmackDown dans les semaines à venir. Bon, ça peut être un bon programme, en tout cas, pour ces deux filles. On a des rumeurs pour annoncer les débuts de Mickie James, donc du côté de SmackDown en janvier. Donc, pourquoi pas après envoyer Alexia Bliss sur un programme avec Mickie James. Ça serait une affaire à suivre. Mais bon, voilà, Becky Lynch aussi, voir dans quel programme elle irait. Peut-être un programme avec Nikki Bella, peut-être avec Carmella, peut-être avec Natalia. Il y a des opportunités. On va suivre un peu tout ça. Mais voilà, en tout cas, globalement, on va dire un tables match satisfaisant. Même si j'attendais à mieux. Mais après, c'est aussi difficile parce que maintenant, on s'attend beaucoup de choses avec la division féminine quand on voit le niveau des Sasha Banks Charlotte du côté de Raw, même si la feud devrait se terminer, je l'espère, du côté de Roadblock, pas tomber dans le travers de faire plus que ce que l'on attend. Par contre, là, la feud entre Becky et Alexia Bliss, si on arrive à l'arrêter au bon moment, c'est-à-dire la semaine prochaine ou le mois prochain, mais qu'on construit bien ce mois qui reste, je pense que ça peut être bénéficiaire aux deux femmes. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas, un match satisfaisant, même si je m'attendais à mieux. Enfin, donc terminons par le TLC match entre AJ Styles et Dean Ambrose. AJ Styles qui a pris les plus gros bumps de sa vie, je crois, sur ce match. Pas Dean Ambrose, parce que Dean Ambrose a pris des très gros bumps du côté de la CZW. Mais mon Dieu, ce match, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de très gros bumps dans un TLC match. On a eu des bumps dont on se souvenait, mais je crois que depuis 2009, peut-être, soit depuis 2008, soit depuis 2009, donc avec le fameux TLC match CM Punk, Jeff Hardy, on n'avait pas vu un catcheur depuis l'échelle qui est placée donc sur le ring, se jeter à travers des tables en dehors du ring. Alors le dernier à faire ça, je me rappelle pas si c'est donc l'Undertaker contre John Cena ou CM Punk contre Jeff Hardy. Mais voilà, ça fait plaisir de revoir ces bumps là. Le saut de Dean Ambrose, donc depuis l'échelle qui était elle-même sur la table des commentateurs vers AJ Styles, c'était pas mal. C'était même un très beau bump. Mais par rapport au bump final, bien sûr, il y a moins de... On va dire c'est moins spectaculaire. Alors je sais pas comment appeler ça. La sorte de face crusher retourné en... Je ne sais pas comment ça s'appelle. En flip-flop, si vous voulez. De Dean Ambrose. Donc, qui envoie AJ Styles sur les chaises. C'était très beau aussi. J'ai eu peur pour la nuque d'AJ Styles et pour son dos. Dos dont on sait qu'il est souffrant. Mais très gros bump. Super, rien à dire. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi d'autres comme gros bump après que je me souvienne. Bon, il y a eu un spot un peu amusant avec la poubelle. Même si là j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à ce que Dean Ambrose garde le sac poubelle quand même pour recouvrir AJ Styles. C'est dommage. Bon, autrement humoristique bien sûr le petit accident, donc incident plutôt qu'il y a eu AJ Styles avec sa tenue.
ça a fait rire un peu le public, qui n'est pas arrivé à avoir de chant très, comment dire ça, très créatif, vu qu'ils l'ont tout simplement appelé Trouduc. Ce n'est pas très créatif malheureusement, on sait que une petite marionnette chez nous appelle déjà ses fans comme ça. Et puis voilà, sinon très bon Chelsea match, très bien construit. Mais il y a un petit point noir quand même, c'est le heel turn de James Ellsworth. Alors un point noir, oui et non. Sur le coup, j'aurais dit non. Surtout au vu de comment il était construit lors de Talking Smack. Le mec un peu niais qui dit oui mais j'ai fait ça pour avoir plus de chances de battre AJ Styles. Oui. En soi, ça se comprend et en soi on aurait pu tout simplement avoir un James Ellsworth un peu niais, un peu naïf, à l'image un peu de ce qu'était Eugene à l'époque. Ça aurait pu faire un bon heel. Et malheureusement, ben non, lui, à l'inverse, il s'est loupé au sens où, ben après on a vu qu'il a recouté un match à SmackDown, donc à Dean Ambrose, c'est du match pour le championnat intercontinental. Donc sûrement un programme entre les deux, à moins que Dean Ambrose soit ce fameux programme pour le Miz que je cherchais. Affaire à suivre en tout cas. J'espère vraiment que la WWE c'est ce qui va se passer avec James Ellsworth, tout simplement. Et surtout qu'ils vont pas faire de bêtises. Donc voilà, en soi, on va dire un Chelsea satisfaisant, mais qui fait face à deux problèmes. Donc, le premier, c'est la surcharge tout simplement de pay-per-view et d'événements de catch bons autour. Et le second, et là, c'est là que ça va être un peu plus à débattre. C'est tout simplement le fait que ce pay-per-view là, en fait, toutes ces suites ont lieu non pas à SmackDown mais à Talking Smack. Au sens où c'est lors de Talking Smack qu'il y a eu tout simplement la suite des événements et qu'il y a eu une explication. Il y a eu l'explication de James Ellsworth, la promo d'Alexia Bliss, je vous avais dit que j'en parlerai. Alexia Bliss a fait une promo au début de Face, avant de se mettre à rigoler, de répondre à une question et de vraiment faire sa promo de heel. Je trouve ça bien dans la construction. Certains n'ont pas aimé la voir pleurer, trouvant que ça collait pas à son personnage. Je pense que c'était prévu. Après, bon. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus là-dessus. J'ai pas eu d'indication. C'est vrai que sur le coup, là, ça m'a choqué. Je me suis dit, tiens, se met à faire une promo de face pour après faire une promo de heel. Quand c'est pour faire un heel turn, ok. Mais quand le heel turn est déjà fait, je trouve ça un peu bête. Mais bon, en soi, après la promo reste quand même très bonne parce qu'Alexa Bliss vraiment au micro fait un très bon boulot. On a eu donc la suite entre le Miz et Daniel Bryan. Bon, ça c'est toujours dans Talking Smack, donc j'ai rien dit. On a eu Baron Corbin aussi, qui s'est exprimé. Baron Corbin qui pourrait peut-être être dans un programme après WrestleMania pour le titre donc de championnat du monde. Vu qu'on est en train de le construire tout simplement comme quelqu'un qui a besoin d'opportunités, qui va être là, qui va détruire, qui va repartir tant qu'il n'aura pas eu son opportunité. Et en fait, tout cela a été construit en une demi-heure de Talking Smack. En une demi-heure de Talking Smack, ils ont construit l'équivalent d'une heure et demie de SmackDown. Ils ont construit les 4 feuds les plus chaudes de SmackDown en l'espace d'une demi-heure. Voilà. Je trouvais ça décevant parce qu'au final, au moment où on a regardé Talking Smack, on a envie de voir SmackDown, et puis à SmackDown, il n'y a quasiment rien eu. Dean Ambrose a attaqué James Ellsworth, ok. Et après, sinon, bon, il y a eu Natalia Carmella, parce que Carmella avait dénoncé un peu Natalia. Ouais. Bon, on connaît déjà la suite de la feud. Et sans plus. Et donc voilà, tout simplement, en fait, SmackDown manque de quantité, alors que Talking Smack en a trop eu. Et voilà, tout simplement, le problème déjà que j'ai pour ce TLC, c'est que sa suite a eu lieu la même nuit. Et que finalement, le SmackDown d'après Pay-Per-View qui est censé être... Normalement, tous les shows d'après Pay-Per-View sont censés builder les futures histoires. N'a rien buildé du tout, malheureusement.
Et donc le deuxième problème qu'on dit, ouais, c'est la surcharge de pay-per-view, de show même, de catch aux alentours. Pour vous donner un petit ordre d'idée, aux alentours, c'est-à-dire dans le mois qui précède et qui va suivre, donc les TLC, il y a eu le Survival of the Fittest de la Ring of Honor. Il y a eu, je ne parle pas des weekly, mais il y a eu Survivor Series, Final Battle, WCW Elite, et donc ensuite là il va y avoir Roadblock End of the Line. 5 pay-per-view ou high pay-per-view, sans compter Cage of Death de la CZW parce que je compte pas le regarder de suite. Donc 5 pay-per-view qui sont enchaînés. Enfin pay-per-view ou high pay-per-view pour donc Elite. Je trouve ça un peu beaucoup. Et surtout, ça ne me permet pas à moi de profiter des shows de catch. Et Survivor Series, je n'ai profité parce que ça m'a choqué. Mais TLC, vu qu'il n'y a rien eu de choquant, je sais pertinemment, je suis sûr, à la fin, l'an prochain, je tiendrai ce discours-là, c'est que j'aurais oublié TLC. Je me rappellerai pas de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a tellement de choses qui l'ont entouré, que ça s'est fondu dans la masse. C'est un bon pay-per-view. Mais il s'est fondu dans la masse des pay-per-view et high pay-per-view qu'il y avait autour. Et ça fait que je me souviendrai pas de ce qui s'est passé. Et je trouve ça embêtant. Donc voilà, c'est vraiment le point négatif que j'ai. Et la WWE, malheureusement pour quelque chose, en voulant faire plus de 18 pay-per-view, 19 je crois même, donc en cette année 2016, ça fait vraiment beaucoup. J'espère qu'ils les réduiront pour 2017, ça permettra de mieux profiter et de mieux se souvenir des pay-per-view qui sont globalement meilleurs que ceux donc des années précédentes. Voilà, c'est sur ce donc se termine mon débrief, mon avis donc sur TLC. Nous on se retrouvera donc d'ici peu pour de nouvelles vidéos d'NFL, pour Roadblock End of the Line et pour d'autres surprises. Je vous tiendrai au courant bien sûr. Sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir les amis.